Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Catherine Cornibert qui est directrice générale de l'association Soins aux professionnels de santé. On va parler ensemble des risques psychosociaux pour les professionnels de santé et comment finalement prendre soin des soignants. Merci de participer à ce podcast. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Cornibert, je suis docteure en pharmacie et je suis directrice générale de l'association SPS Soins aux professionnels de la santé. Ok, donc vous êtes. Est-ce que c'est votre activité à temps plein et est-ce que vous avez encore une activité en pharmacie ? Alors en fait, moi j'ai une spécialisation industrie et après mes études de pharmacie, j'ai fait un 3e cycle à HEC et je me suis dirigée vers l'industrie pharmaceutique où je suis restée 17 ans. J'ai ensuite quitté et créé une agence de communication en santé qui s'appelle ACS, dont je suis toujours présidente. Et il y a 6 ans, quelques professionnels de la santé sont venus me voir pour organiser un colloque autour de la santé des soignants. Donc c'était début 2015 et l'association SPS a commencé avec effectivement le colloque qui s'est passé fin 2015 à l'Académie nationale de médecine. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que d'un colloque, vous partez sur un engagement associatif est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ? Alors en fait, pour le colloque, l'idée, c'est pas de faire un colloque pour faire un colloque. L'idée, c'est de faire un colloque et derrière, d'en dégager des actions. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et quand j'ai commencé à travailler sur les thèmes, les intervenants, 2015, on s'est aperçu, en tout cas, que la santé des soignants était déjà dégradée, mais qui était cachée. C'est-à-dire qu'il y avait quelques études, quelques chercheurs qui avaient déjà montré qu'il y avait une souffrance chez les soignants, mais il ne fallait pas en parler. C'était honteux, c'était tabou, et d'après certains ordres, c'était abîmer l'image de la profession. Donc, la première action que nous avons menée en septembre 2015, c'est le lancement d'une enquête pour essayer de mesurer la souffrance chez les soignants. Et cette enquête a été frappante, puisque déjà en 2015, 50% étaient concernés par le burn-out, 50% ne savaient pas à qui s'adresser, et 50% pensent que leur souffrance avait un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Et 80% d'entre eux, s'ils souffraient, souhaitaient être hospitalisés dans des unités dédiées. Donc, ces chiffres, ce constat frappant, et puis aussi le fait de dire qu'il ne fallait pas en parler, moi, m'a motivée avec les co-créateurs de l'association à aller plus loin et à commencer à voir les personnes concernées, aller voir rencontrer les gens qui souffraient et commencer à essayer de créer des actions. D'accord, c'est impressionnant comme chiffre, 50% et avec un impact grave. Quand on parle de soignants, est-ce qu'au niveau des métiers, il y a des métiers plus ou moins concernés ? Alors, quand on parle de soignants, déjà, quelle est la définition d'un soignant ? Vous allez me dire peut-être c'est les médecins et les infirmiers. Il y en a d'autres qui vont me dire c'est les kinés et les pharmaciens. Il y en a d'autres qui vont me dire c'est les dentistes. Je pense que tout le monde a un peu raison. Et puis, quand on parle de professionnels de santé, là, la définition est encore plus vaste. Quand on parle de définition des professionnels de la santé, la meilleure définition qui existe, c'est celle qu'on se fait, notamment sur des plateformes collaboratives. Et nous, au niveau de l'association Soins aux professionnels de la santé, ce qui a été déjà le plus compliqué à définir, c'est la cible. Ce n'est pas 5-10 métiers, c'est plus de 50 métiers qu'on a référencés, aussi bien les soignants, les paramédicaux, les administratifs, le médico-social
et toutes les autres professions. Je prends par exemple les psychologues qui ne sont pas considérés comme professionnels de santé, les vétérinaires qui ont été les premiers à nous appeler dans leur grande souffrance. Alors, on parle un petit peu d'ONE Health en France, mais les vétérinaires en France ne sont pas considérés comme professionnels de santé, alors que nous, on les prend en tout cas dans les actions proposées par l'association. Ok. Et pourquoi ce serait tabou? Parce que c'est à la fois tellement paradoxal, en fait, se dire enfin, on va dire le cordonnier mal chaussé, mais finalement, le soignant, qu'est-ce qui fait qu'il est pas en bonne santé? Alors que finalement, même si d'autant on pense au médecin, à l'infirmier, vraiment voilà, à la personne qui est on va dire, dans le cœur du soin et de l'accompagnement, enfin, pourquoi, en fait? Pourquoi un soignant peut être en burn-out ou en souffrance? Un soignant, c'est une personne humaine avec un état physique, psychique et social pour être en bonne santé. Donc, comme toutes les autres personnes, il peut avoir des souffrances, sauf qu'un soignant qui a des souffrances a un impact énorme sur les conséquences que ça peut avoir derrière. Et un soignant s'engage dans un métier par générosité pour soigner les autres, c'est la culture du soin. Et pour lui, culturellement, c'est pas possible qu'il aille mal, hein, puisque c'est un petit peu aussi honteux. Donc un soignant, pour soi, on est un peu super-héros. On est là pour soigner les autres, mais pas pour se considérer soi-même comme allant mal. Donc c'est à la fois soi, par rapport à une honte de dire c'est une dégradation de déclarer que je ne vais pas bien, mais c'est aussi le regard des autres. Quand vous allez voir votre médecin, vous ne pouvez même pas supposer qu'il aille mal. Moi-même, hein, quand j'ai découvert ce sujet début 2015, jamais j'imaginais en fait une telle souffrance déjà en 2015 chez les professionnels de santé qui n'en parlent pas, mais quand vous les interrogez, quand vous commencez à les écouter, il y a effectivement aussi chez eux un malaise qui est, j'ai envie de dire, un peu normal, sauf que les conséquences peuvent être dramatiques, comme un enseignant, comme un policier, comme un agriculteur, comme un pilote d'un avion. J'ai envie de dire, c'est aussi les métiers les plus en souffrance, et puis les vétérinaires, hein, je reviens, la dernière étude des vétérinaires montrait que c'est le métier qui a le plus gros taux de suicide en France. On se peut se demander pourquoi, parce que ils ont l'arme dans le tiroir, ils euthanasient des animaux tous les jours, et ils ont des études qui sont très difficiles, et ils doivent aussi assumer la charge mentale des propriétaires de ces animaux. Donc les vétérinaires sont eux-mêmes, même si c'est un très beau métier, ou qui peut paraître un rêve pour des étudiants, c'est un métier qui reste très difficile et qui peut engendrer beaucoup de souffrance. Ok, bon, c'est bon, à la fois pas surprenant, alors assez vraiment dommage et en même temps pas surprenant. Et encore là, on est en 2015. Aujourd'hui, on en est où? Parce que Covid, confinement. Toutes les études ont montré, là, depuis 2015, même jusqu'au confinement, qu'il y avait 50% des professionnels de santé qui étaient concernés, en tout cas par le burn-out. Hein. Il y a eu pas mal d'études également chez les étudiants. Après la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué. Je vous ai parlé autour de 3 chiffres autour de 50%. Là, on est plutôt au chiffre des 2 tiers. 2 tiers des urgentistes sont en burn-out. 2 tiers des professionnels de santé ont des problèmes de sommeil, dont 1 tiers prennent des somnifères, contre 25% de la population générale. Je parlerai maintenant des étudiants qui sont également en grande souffrance. 2 tiers des étudiants infirmières ont une santé mentale dégradée. 80% d'entre elles ou d'entre eux ont déjà pensé à arrêter leurs études. 20% l'arrêtent. Et puis, les vétérinaires, c'est 2 à 4 fois plus de taux de suicide que dans la population générale. Dernier chiffre de juin 2022 par l'Ordre des vétérinaires. Et il y a plein d'autres chiffres qui montrent qu'il y a un grand malaise et une grande souffrance
au niveau des professionnels de la santé, que ce soit d'ailleurs les salariés, les libéraux, les étudiants en santé. Et puis, j'irais même jusqu'aux idées suicidaires, puisque l'association en 2017 avait déjà montré que 25% des professionnels de la santé avaient eu déjà au cours de leur carrière professionnelle des idées suicidaires. Nous, à travers notre plateforme, dont je reparlerai tout à l'heure, l'émission, on a eu 50 appels depuis 2 ans de personnes en idées suicidaires imminentes dont on doit hospitaliser en urgence. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas les médias qui inventent la souffrance des soignants. Non, c'est réel, mais culturellement, ils sont encore à leur poste, même si on sait que, par exemple, en Île-de-France, il y a 25% de taux d'absentéisme chez les soignants. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas bien et ils ont été anxieux, ils ont été fatigués, ils ont perdu un peu l'engagement de leur métier, et puis là, ils sont carrément en perte de sens. Voilà, donc une personne qui a son poste, que ce soit dans une structure de santé, dans un cabinet, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a des gens qui viennent se faire soigner, et il y a une culture du soin qui est encore très importante, sont des personnes qui vont pas forcément bien. Alors, heureusement, il y en a qui vont bien, hein, et je généraliserai pas, mais vous avez vu quand même les chiffres. Ils tiennent parce qu'ils ont cette culture, ils tiennent parce qu'on a besoin d'eux, mais qui nous soignera quand ils ne seront plus là. Je pense qu'il y a alerte rouge, il y a grosse crise, et qu'il faut vraiment prendre soin de ceux qui nous soignent, et des soignants, de tous les professionnels de la santé dans la chaîne. Et quand je dis tous les professionnels de la santé, c'est tous ceux qui sont en contact avec les patients, parce que ça soit le soignant, l'infirmière, le kiné, la dentiste, le DRH dans un hôpital, le directeur d'établissement, ou même la personne qui fait le millage dans la chambre, toutes ces personnes ont un rôle très important dans la qualité du soin et donc dans la guérison d'un patient quand il franchit en tout cas la porte d'une structure de santé. Donc, toutes ces personnes sont importantes à considérer et à prendre soin aussi d'eux. Je vous rejoins à 100%. Avant de parler du coup des solutions et de ce que vous proposez, je suis quand même très surpris comment, en fait, on peut comprendre que le soignant il y ait une forme d'épuisement, de fatigue après tout ce qu'il vit, voilà, de charge et tout ça. Mais finalement, comment ça se fait que même l'étudiant qui arrive, qui est tout neuf, qui a peut-être un peu plus d'énergie, voilà, d'envie, et pourquoi lui aussi il est déjà fragilisé dès le départ, l'infirmière, l'étudiante infirmière, quoi, qui pense s'arrêter alors qu'elle a à peine commencé. Enfin, est-ce que vous avez des pistes là-dessus, des idées, savoir pourquoi en fait? En fait, ces étudiants font des stages, arrivent dans des structures qui sont en souffrance, compensent aussi des personnes qui sont absentes. Donc, ces étudiants se retrouvent dans une structure où quelquefois sont seuls, avec des responsabilités à laquelle ils n'ont pas été préparés. Et moi, je dis toujours, un étudiant a au moins 2 métiers. Il a son métier d'étudiant. Il a un métier très pratique où il doit aller faire des stages, et souvent là, ça peut être assez violent parce qu'il n'est pas forcément préparé au monde professionnel et au monde de responsabilité et au monde du soin, avec en tout cas des parcours de patients qui meurent, et on ne l'a pas forcément aussi préparé à ça. Et puis moi, je n'oublierai pas aussi qu'un étudiant, il a un troisième métier, c'est toute la partie sociale. Parce que pour être en bonne santé, c'est la partie physique, psychique et sociale. Et un étudiant doit avoir des amis, doit sortir. Et ça, il l'a plus, parce que quand vous faites 60 ou 70 heures par semaine, que ça soit la révision de vos cours ou bien la pratique dans des hôpitaux, dans des structures libérales, fait que le jeudi soir ou vendredi soir, vous n'avez plus du tout envie de sortir parce que vous êtes fatigué. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage, parce que la vie sociale pour un étudiant participe à sa construction, participe aussi à sa bonne santé, participe à son équilibre psychique et physique. Et il y a beaucoup d'étudiants en santé qui ne sortent plus, ou quand ils sortent, c'est vraiment voilà,
la délivrance et même ça peut être dangereux. Hein, on voit, là je salue, il y a eu un mort d'un étudiant kiné hein, à Dijon la semaine dernière parce qu'il est sorti, parce qu'il a un peu bu et je pense que voilà, ils ont envie après de se lâcher parce qu'ils en peuvent tellement plus qu'il peut y avoir aussi des conséquences un peu dramatiques. Donc, l'étudiant, il a plusieurs vies. Il n'est pas forcément préparé et c'est ça qui peut être compliqué. Et je pense que autant on fait respecter aux adultes le nombre d'heures dans la semaine, autant les étudiants, pour y arriver, pour être le meilleur, pour arriver à avoir des stages dans la ville où il veut, dans des services où il veut, il doit travailler plus. Mais souvent, c'est au détriment de sa santé. Et souvent, parce que moi, on me le dit maintenant, à force d'être harcelé, à force d'être en mauvaise santé, le soignant arrive à être aussi harceleur. Il se peut que l'équipe encadrante pour un étudiant peut être aussi malmenante. Hein, j'ai envie de dire, c'est légitime quand vous dormez plus bien, quand vous faites le travail de 2 ou 3 personnes, quand vous avez beaucoup de transport. À un moment donné, ça a un impact au quotidien, sur le soin, mais aussi sur la qualité relationnelle dans l'équipe. Et évidemment, l'étudiant se trouve aussi en première ligne, il n'est pas forcément préparé. Et c'est compliqué. Donc, il y a une multitude de facteurs pour un étudiant. Au-delà de sa charge en activité professionnelle, il y a une charge mentale qu'il découvre au niveau professionnel. Et puis, il doit faire plus pour être le meilleur, pour accéder à des stages ou accéder à un classement pour qu'il puisse choisir ensuite sa spécialité, Oui, sa ville dans ce cadre-là. notamment les internes, mais finalement, ça touche tous les étudiants de tous les Oui. métiers. Ok, bon, et du coup, par rapport à ce constat qui est quand même assez dramatique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a encore à aujourd'hui trop peu d'actions pour s'occuper de la santé des soignants. Nous, comme vous l'avez compris, dès 2015, des enquêtes ont montré qu'il fallait agir. C'est plus d'une dizaine d'enquêtes et d'études que nous avons réalisées au niveau de l'association SPS qui nous ont permis de structurer en fait les missions, qui sont au nombre de 2. La première, c'est accompagner psychologiquement tous les professionnels de la santé en souffrance. Et la deuxième, c'est des actions de prévention pour leur mieux-être. Concernant la première mission, dès fin 2016, on a commencé à structurer en fait une plateforme nationale d'écoute avec 2 accès, à la fois un numéro vert qui est le 0805 23 23 36 et une application qui permet d'arriver directement avec 100% de décroché, de façon gratuite, anonyme et confidentielle, à une centaine de psychologues qui se relaient pour écouter en fait la souffrance des appelants. Quand je dis 100% décroché, c'est très important parce que vous pouvez appeler à 5 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi ou à 9 heures le soir, vous aurez tout le temps quelqu'un, pas une messagerie, pas au bout de 8 minutes d'attente, qui puisse en tout cas vous écouter au téléphone et essayer sans jugement, hein, évidemment, et par des psychologues qui sont formés à l'écoute, à la prévention du suicide et au syndrome post-traumatique. Donc, cette plateforme, c'est plus de 20 000 appels en 6 ans, dont les 3/4 des appels depuis le 20 mars 2020. C'est 75% de femmes, c'est 15% d'infirmières, 15% d'aides-soignantes, 10% de médecins, 10% du médico-social. Toutes les régions sont représentées. Et maintenant, depuis janvier 2021, on a ouvert cette plateforme à tous les étudiants en France, pas que les étudiants en santé. Et ça représente à peu près 35%, un tiers de nos appels sur la plateforme. Donc, c'est le premier dispositif que nous avons créé fin 2016, qui s'est accompagné en 2017
par la création du premier réseau national du risque psychosocial, composé aussi de psychologues, médecins et psychiatres partout en France, qui accueille cette fois des personnes en consultation physique, en téléconsultation si besoin. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on a aussi identifié 12 unités dédiées en France qui accueillent spécifiquement les soignants et les professionnels de la santé en souffrance. Et s'il y a urgence, on déclenche le SAMU pour hospitaliser de façon imminente les personnes en souffrance ou en danger. Donc, vous voyez qu'à travers tout ce dispositif qui est au-delà de l'écoute, qui est une réorientation vers un réseau spécialisé, voire même une hospitalisation dans des structures spécialisées, montre que toutes les personnes qui, en tout cas, le souhaitent peuvent être prises en charge gratuitement, ce sont des appels gratuits, jusqu'à l'hospitalisation. Donc ça, on est effectivement dans le pansement, P-A-N-S-E-M-E-N-T, de la souffrance. L'autre enjeu, et maintenant on a une sensibilisation du pouvoir public, c'est la prévention. C'est comment ne pas en arriver là. Et fin 2018, nos enquêtes ont déjà montré que la santé mentale des soignants et des professionnels de la santé était très dégradée sur tous les critères: activité physique, sommeil, alimentation, addiction, aspect social. Quand je dis tous les critères, c'est même la vaccination. Donc, dès 2019, l'association a mis en place des actions dans des structures de santé autour des thématiques suivantes: tout ce qui était gestion du stress, management et communication, mode de vie, alimentation, même jusqu'à assurance, puisque les personnes qui sont mal assurées peuvent de ce fait découvrir qui ne seront pas, s'ils s'arrêtent, remboursés économiquement. Donc, sur tous ces critères, on a identifié une quarantaine d'ateliers qu'on décline soit en visioconférence, et ça, c'est tous les mardis et jeudis de 19h à 20h depuis 2 ans. Hier soir, j'étais sur la gestion du stress pendant 1 heure. Donc, on donne accès par Zoom à toutes les personnes qui le souhaitent de façon gratuite à ces ateliers de prévention, ces ateliers ressources, ces ateliers aussi pédagogiques, plus qu'on fait aussi bien la méditation, la gestion du stress, l'hypnose, l'alimentation intuitive, l'activité physique, la communication non violente, le management sous toutes ses formes, l'art-thérapie, la musicothérapie, le yoga, enfin tout ce qui peut être proposé comme ressource à un professionnel de la santé qui en aurait besoin. C'est une approche très holistique parce que il faut donner le choix aux personnes selon en fait ses envies. Il y en a qui vont dire moi voilà. Et on fait aussi maintenant du présentiel. Depuis 2019, on avait arrêté pendant les périodes de confinement et on recommence dans ce cadre-là. Donc, vous voyez que l'association, au-delà des constats, agit avec cette fameuse plateforme qui est actuellement la seule plateforme qui propose tous ces critères. Et j'ai envie de dire, tous ces critères, ils sont tous importants. Si vous n'êtes pas ouvert la nuit, ça ne sert à rien d'ouvrir une plateforme, en tout cas pour la santé des soignants. Si vous n'avez pas 100% de décroché, quand vous avez des idées suicidaires, c'est juste dramatique parce que la personne qui est sur le balcon, elle saute. L'anonymat, la confidentialité, les gens nous appellent parce que justement c'est anonyme et confidentiel, 100% décroché. Et puis tout ce qui est proposé, alors on n'est pas, on se transforme pas en club de sport, on se transforme pas, mais en tout cas on sensibilise les soignants à prendre conscience qu'ils ont besoin effectivement de se reposer, d'avoir une alimentation saine, de retrouver une activité physique, de retrouver en fait le sommeil. Ils se rendent même plus compte qu'ils dorment plus la nuit. Donc ces ateliers leur permettent en fait d'avoir cette prise de conscience. Et ensuite, moi, le plus beau cadeau qu'on me dise, moi, grâce à vous, Catherine, j'ai repris une activité physique, je remarche au moins un quart d'heure, je fais des temps de pause à l'heure du déjeuner. Enfin, je me rends compte que j'ai un corps, parce que je ne savais même plus que j'avais un corps. J'étais une vraie machine. Et j'avais même plus le temps d'être fatiguée finalement. J'avais même plus conscience que j'étais fatiguée. Donc ça, c'est une vraie prise de conscience pour les soignants dans ce cadre-là. Donc nous, on agit évidemment en complémentarité par rapport à des actions qui existent déjà dans les structures de santé ou que le soignant pourrait faire. Mais on est là
même par rapport à la médecine du travail, même par rapport à des psychologues qui pourraient travailler dans des structures, la nuit, par exemple. C'est tout à fait possible de renvoyer les appels vers le numéro vert ou faire télécharger à tous les soignants l'application SOS sur leur smartphone. Et là, ils pourront même choisir leur psychologue, qui peut aussi, pour certains d'entre eux, parler étranger. Et c'est ouvert aussi à tous les étudiants. Donc, je pense que c'est vraiment important de proposer une solution. C'est pas, évidemment, il y en a d'autres, mais il faut bien commencer par un bout. Et ces ateliers de prévention aussi sont un grand succès, puisqu'on a formé plus de 4000 professionnels de la santé en 2 ans par ces ateliers de prévention qui sont un vrai succès. Pourquoi? Parce qu'ils respectent aussi l'approche scientifique avec des experts de haut niveau. Et c'est l'interactivité, j'ai envie de dire, allez, c'est un moment de plaisir, une parenthèse dans la journée du soignant pour essayer de prendre soin de soi. Non, ça paraît tellement important. Et finalement, c'est vrai que c'est un sujet qui est, je ne sais pas s'il est vraiment oublié parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, la vraie question, c'est est-ce qu'on se donne réellement les moyens? Et là, j'ai l'impression que pas du tout, mais que vous, malgré tout, à travers cet assaut, vous avez proposé vraiment quelque chose de très concret. Comment vous faites pour être connu? Parce qu'en fait, on voit que le besoin, il augmente, que la difficulté, la souffrance des soignants, elle est partout. Comment vous faites pour être identifié et que justement, télécharger l'application, à vous appeler? Alors, quand on a commencé l'association, quand je dis que c'était un combat, c'était plus qu'un combat. C'est-à-dire qu'on est parti, pas de zéro, on est parti du négatif, si vous voulez, parce que à chaque fois qu'on poussait les portes, on nous mettait un couvercle sur la tête en disant non, non, chez nous, tout va bien, il n'y a pas de burn-out. On faisait des affiches sur notre numéro vert, on nous les déchirait dans les établissements. Donc, parce qu'on ne veut pas voir la souffrance des soignants, parce que ça embête tout le monde, et je peux le comprendre. C'est le fait, quand vous avez un suicide dans un établissement de santé, c'est une onde de choc qui est extrêmement forte, même plusieurs années après. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un CH d'un grand hôpital français. Il m'a dit, Catherine, on a eu des suicides en 2017, j'en ai encore des conséquences actuellement. Donc, comment on est connu? C'est progressivement à travers les réseaux sociaux. Les médias ont beaucoup relayé nos enquêtes pour montrer qu'il y avait de la souffrance et surtout derrière la souffrance qu'il pouvait y avoir en tout cas une solution qui était la nôtre. À partir du 20 mars 2020, on a eu un donateur sur l'association pour justement, par rapport à la découverte de ce qu'on faisait, nous a dit il faudrait que vous communiquiez à l'ensemble des professionnels de la santé parce que ça peut en sauver. Et par rapport à leur souffrance, ils pourraient vous appeler la nuit pour essayer de passer un cap. Donc, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Sur 6 semaines, on a battu un record énorme avec plus de 130 millions d'impressions. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était assez éphémère, mais on a commencé à être connus à partir de mars 2020, en tout cas un peu plus connus. On est bien connus par les institutionnels, puisqu'on a aussi communiqué auprès d'eux. On n'est pas du tout connu auprès des professionnels de la santé. Et j'étais encore à une conférence hier, et quand je demande qui connaît l'association, j'en ai les 3/4 qui ne connaissent pas. Donc, notre enjeu, c'est de nous faire connaître et que tous les soignants puissent appeler la plateforme s'ils en ont besoin. On avait proposé effectivement notre plateforme au ministère de la Santé pendant le premier confinement. Ils ont choisi d'en créer une autre qui ne répondait pas à tous les critères. Et ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que je pense, alors, que ce soit la nôtre ou une autre, je veux dire, peu importe. Par contre, quand on ouvre une plateforme pour écouter les soignants ou même la population, il faut qu'elle réponde à des critères très stricts que je vous ai indiqués tout à l'heure. Le 100% décroché, il est essentiel, sinon il ne vaut mieux pas ouvrir une plateforme pour accompagner la souffrance des gens. L'ouverture la nuit, nous, on a 30% de nos appels qui se passent la nuit parce que quand vous appelez à 4 heures du matin, il faut répondre et il faut
en moins de 20 secondes quelqu'un qui décroche au bout du fil. Donc, ça, c'est très important, effectivement. Donc, nous, on aura voilà, la connaissance, moi, c'est tous les jours. C'est via les médias, via les réseaux sociaux. En ce moment, effectivement, j'essaie de nous faire connaître par le nouveau ministère, effectivement, de la Santé, qui est déjà un ministère de la Santé et de la Prévention. Avant, on n'avait pas de ministère de la Santé, on avait un ministère des Affaires sociales. Donc, au moins, depuis la crise sanitaire, on a un ministère de la Santé et de la Prévention, je pense, où il y a une vraie prise de conscience de la santé des soignants et des conséquences que ça a, et aussi des plaintes de ceux qui restent. Donc, il y a des choses qui se passent en ce moment. Moi, j'ai en tout cas confiance. Donc, nous, on se fait connaître à ce niveau-là. Donc, on est de plus en plus connus. Encore pas assez, et encore pas assez des professionnels de la santé. Et moi, l'enjeu, c'est de faire télécharger par tous les professionnels de la santé l'appli. C'est comme une assurance, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais le jour où vous en avez besoin, au moins, vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez appeler. Et ça, c'est un sacré service de se sentir soutenu par quelque chose dont on n'a pas forcément besoin tout de suite. Mais on se dit, au cas où, je sais que j'ai une béquille qui pourra m'aider à marcher, qui pourra m'aider à soigner, qui pourra m'aider à sauver un patient. Voilà, donc ça, c'est très important de dire, j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer au cas où, ou un service que je peux communiquer parce que mon collègue à côté, je sais qu'il ne va pas bien. Et aussi, on fait des formations aussi pour essayer de repérer les gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas. Non. Mais par contre, en ce moment, moi, je peux vous dire que tous les soignants que je vais voir, tous, ils me disent, on souffre. Plus ou moins, c'est comme sur l'échelle de la douleur. Il y a de 0 à 10. 2 ou 3, on tient. 9 ou 10, ça devient compliqué. Puis 10, on s'arrête, mais des fois, c'est trop tard. Trop tard parce qu'en fait, un soignant qui s'arrête, qui est en burn-out, souvent, il ne revient pas en tant que soignant. En tout cas, il ne revient pas dans le même service. Il ne revient pas dans la même activité. Il peut refaire une activité de professionnel de santé, de formation, etc. Mais il a été quand même très abîmé. S'il revient, c'est quelques mois, voire quelques années après. Non, bien sûr. Et puis c'est cette notion aussi de perte de sens en fait, et de perdre le sens de ce qu'on fait, du pourquoi, et Oui. ça, c'est vraiment dommage. Ok. Alors, parce que moi, on s'est rencontrés sur un salon et sur un colloque, mais c'est vrai que j'étais assez désabusé en fait de me dire mais pourquoi je connais pas. Donc maintenant que peut-être quelques professionnels de santé, des directeurs d'EHPAD qui ne peut-être connaissaient pas et maintenant ont du coup à travers ce podcast entendu parler de vous et de l'association, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on a déjà un site internet qui s'appelle asso-sps.fr sur lequel il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent découvrir. Déjà, nos actualités. On a beaucoup d'actualités. Je vous ai parlé des IJAD, dont le programme est mentionné sur le site internet et les inscriptions sont possibles avec la découverte du programme. Nous faisons également des journées entières qui sont avec des ateliers. Donc, tout ça est sur notre site. On fait également des formations. On fait des rencontres régionales. SPS se régionalise avec des référents et des délégués régionaux qui font connaître l'association, donc les rencontres régionales. On fait également un colloque tous les ans. Le prochain aura lieu le 30 novembre 2022. Et puis, on a beaucoup de ressources qui soient des fiches très pratiques en recto verso sur qu'est-ce que le burn-out, le management en période de crise, le sommeil, l'activité physique. On a une vingtaine de fiches très pratiques avec des ressources et des liens sur lesquels ils peuvent être aidés ou relayés. Et puis, on a des ouvrages aussi. On a tous les archives
des colloques avec les intervenants, hein, puisqu'on en est à notre 8e colloque. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai pas parlé de la Maison des soignants, mais la Maison des soignants est la dernière grosse action d'association qui a été créée en août 2021 à Paris pour la première Maison des soignants, qui est un lieu de vie et d'envie dans lequel on fait des entretiens avec des psychologues, on fait des ateliers ressources, de la formation, de l'information, des groupes de parole, des groupes de reconversion, des bilans sport santé. Une deuxième maison des soignants va s'ouvrir à Montpellier début février 2023, dans la maison sport santé de Montpellier, où il y a déjà un plateau d'activité physique. Donc, il y a de ce fait aussi, vous pouvez aller voir sur le site maison-d-soignant.fr, qui est notre deuxième site internet. Et on a un troisième site qui est le soin aux étudiants, où on propose tous les services de l'association aux étudiants, à tous les étudiants, que ce soit nos formations, les JAD, évidemment la plateforme, l'accompagnement auprès du réseau national du risque psychosocial, dans ce cadre-là. Alors, pour répondre à votre question, comment un directeur d'EHPAD ou un directeur d'établissement, j'ai eu l'exemple, par exemple, la semaine dernière, médecine du travail, en grande souffrance, sur 6 personnes, il y a 3 personnes qui sont parties. Beaucoup de salariés et ils m'ont appelé pour de l'aide. Donc, évidemment, on leur apporte notre aide sur le dispositif d'accompagnement psychologique. La possibilité d'avoir une cellule d'urgence, ça c'est possible. On n'est pas à l'abri, malheureusement, d'une urgence, d'un suicide dans un établissement. Je ne le souhaite pas, mais ça arrive très fréquemment, en tout cas au niveau de l'association qu'on nous appelle dans ce cadre-là. Et c'est toujours la veille d'un week-end, un 10 novembre, un 25 décembre, enfin là où il y a le moins de monde possible. Et on peut mettre rapidement un groupe de parole à disposition ou transmettre à nos intervenants en fonction du lieu, ou même voir se déplacer. Et puis, on peut faire ce qu'on fait, hein, des formations spécifiques en fonction des objectifs. On peut faire 2-3 heures sur le management, on peut faire sur la gestion de crise, on peut faire sur l'accompagnement des personnes en souffrance, leur repérage. C'est du sur-mesure, donc en général, nous, on est une association reconnue d'intérêt général, mais on fait un devis sur mesure au plus juste, hein, puisqu'on est associatif, en fonction du besoin en fait de l'établissement, si c'est soit un accompagnement psychologique à travers la plateforme, soit un besoin de formation, soit un besoin de groupe de parole. Dans ce cadre-là, alors ça peut être ponctuel, mais ça peut être à l'année. Et là, pareil, c'est une demande spécifique en fonction du nombre de salariés dans ce cadre-là. Ce que je ne peux pas donner à l'établissement, souvent on me le demande, c'est le retour du nombre de professionnels de la santé qui ont appelé la plateforme. Pourquoi? Parce que c'est l'anonymat, la confidentialité. Voilà. Donc, on est très ouvert, on est dans le dialogue, on est dans l'écoute et on essaie d'être là. Ça a l'air de rien, mais une fois, ça m'est arrivé, il y avait une DRH qui m'a appelée, sa directrice était partie, c'était un soir. Elle n'arrivait pas à la joindre, ben nous, on est là. Il y a tout le temps quelqu'un. Donc, d'avoir tout le temps quelqu'un quand on est un peu paniqué, c'est pas mal. Et, donc c'est du sur-mesure, c'est l'accompagnement, c'est des fois juste un coup de fil avec moi. Moi, je peux me déplacer aussi pour aller former ou sensibiliser l'équipe de soins, les chefs de service. Ça dépend. Il ne faut pas hésiter. Alors, on est une petite structure, hein, donc il faut aussi qu'on fasse en fonction de nos ressources. Mais tout est possible. Ok, et on peut trouver toutes les infos à partir du site, à la fois pour les contacts, les dons, les infos. Oui, alors voilà, il y a un système au niveau du financement, ça c'est important. On est accompagné par la CNAM, 9 ARS actuellement. Donc c'est vrai que si l'établissement appartient à une région où on est déjà accompagné par une ARS, c'est vrai que c'est plus facile pour nous parce qu'on a déjà un financement et ça va être un accompagnement, je dirais, quasi gracieux parce qu'on a un accompagnement de l'ARS. On est accompagné aussi par la région Île-de-France et puis on a des fonds privés et tous les adhérents, et moi je passe un appel, hein,
en tout cas les professionnels de la santé peuvent adhérer à l'association entre 30 et 70 euros en allant sur le site en fonction de leur profil. Pour 1 an, ils ont accès à tous nos services. Ils l'ont accès, je ne devrais pas le dire, mais de façon gratuite s'ils n'adhéraient pas. Mais une association ne vit que par leur adhésion et on a trop peu d'adhérents. Donc moi, si j'ai un appel à lancer, c'est venez nous rejoindre et venez adhérer, voire même donner. On est dans une période de dons actuellement, puisqu'on peut défiscaliser à la hauteur de 60%. Si vous donnez 100 euros, en fait, ça ne vous coûtera que 33 euros, puisqu'on est reconnu d'intérêt général et on peut émettre des reçus fiscaux. Donc ça, c'est très important aussi pour nous parce que ça nous permet de vivre. Et juste pour information, dès l'instant où on nous appelle, ça coûte à l'association entre 100 et 120 euros en termes de parcours parce que les gens ne sont pas bénévoles chez nous, à part le conseil d'administration. Mais en fait, on rémunère les psychologues, les intervenants qui font les ateliers. C'est en moyenne une demi-heure l'appel. Donc, quand on vous appelle plusieurs fois à 4 heures du matin, il est normal que ces intervenants experts soient rémunérés dans ce cadre-là. Donc, on a besoin effectivement de fonds pour continuer à survivre, on va dire. Nous aussi. Oui, bien sûr, ça ne marcherait pas sinon. Et puis survivre et grandir, avancer. Parce qu'on voit que de toute façon, on est sur un besoin qui est de plus en plus important. Donc, voilà, nous, ça nous aide. Si ce n'est pas vous, c'est votre collègue. Voilà, à travers toutes les actions et qu'on va continuer à mettre en place. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Un sujet pas très joyeux, mais ce qui est positif et rassurant, c'est de voir qu'il y a des actions, qu'il y a des solutions, qu'il y a quand même des moyens et que ça marche et que ça avance, quoi. Moi, j'ai très confiance en l'avenir. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Ça va prendre du temps. Peut-être le dernier mot, c'est de dire ne restez pas seul. Appelez, n'attendez pas le dernier moment parce qu'il y a quand même des solutions. Ne pas rester seul, c'est échanger. C'est voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même état, surtout en ce moment. Et moi, j'ai confiance parce qu'il y a une vraie prise de conscience publique, ça va prendre du temps. Alors évidemment, on va me dire qu'il faut traiter le symptôme. Oui, mais c'est vraiment là, il y a la refondation, il y a le Conseil national de refondation. Là, il y a beaucoup de choses à revoir, effectivement, dans l'organisation des soins, mais ce n'est pas la mission de l'association. Mais bon, voilà, moi, heureusement, on a des soignants extraordinaires avec une culture de soins et des engagements extraordinaires et on a besoin de tout le monde. On a besoin de il tout le faut en monde. prendre soin parce que c'est une ressource qui est précieuse. Oui. Et la santé, c'est quand même actuellement le deuxième critère très important en ce moment dans la vie du Français, d'après la dernière étude. Donc, il faut effectivement la préserver. Bon. Merci pour tout ça et merci pour toutes ces infos et j'espère que on pourra que cette intervention et cet échange permettra de à la fois donner des infos à des personnes qui en ont besoin et puis de peut-être aussi apporter quelques moyens à votre association. Je vais redire le numéro 0805 23 23 36 et téléchargement de ASSO-SPS sur votre smartphone. Et là, ça y est, vous êtes parés pour continuer. Et là, on prend soin des soignants. C'est bien. Voilà. Merci, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.